Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Effectivement, ce soir, les amateurs de football pourront suivre en direct sur Europe 1 le match France-Espagne. Et le hasard fait bien les choses, puisque c'est une émission à tonalité espagnole que Franck Ferrand nous propose aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Bonjour à tous. Le chapitre de l'histoire d'Espagne que nous allons évoquer aujourd'hui est un chapitre sombre, dramatique s'il en est, puisque je vous propose de revivre les grands moments de ce que nous appelons de ce côté des Pyrénées la guerre d'Espagne. Ce conflit civil qui, de 1936 à 1939, a déchiré profondément le pays et a porté au pouvoir le général Franco. Et pour en parler, vous avez invité un habitué de l'émission. Eh oui, notre ami Fabrice d'Almeida, qui s'est parlé comme personne de cette période troublée du milieu du XXe siècle, et puis l'historien espagnol Javier Dominguez, qui est également avec nous, ainsi que dans un instant au téléphone le célèbre Bartolomé Benassar. Je forme le vœu que d'ici une heure, cette obscure guerre civile soit devenue beaucoup plus claire à vos esprits. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est un des tableaux les plus connus du monde, exposé depuis 1981 au musée de la Reine Sophie à Madrid. Guernica de Pablo Picasso évoque, vous savez, avec cette force tout à fait extraordinaire, l'horreur du bombardement de la ville basque de Guernica le 26 avril 1937, jour de marché, bombardé donc par des aviateurs volontaires de la Légion Condor, issus de l'aviation allemande. Alors la responsabilité de ce bombardement est au cœur d'une controverse historique, nous en avons déjà parlé. À ce micro, les points de vue divergent sur l'implication personnelle de Franco et des forces nationalistes. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement républicain de l'époque en a fait tout de suite un symbole de la barbarie franquiste, allant jusqu'à commander cette toile dès le 1er mai à Picasso en vue de l'exposition universelle de Paris. Et qu'au-delà de l'énigme historique, elle est devenue le symbole des souffrances occasionnées par la guerre d'Espagne. Cette guerre civile espagnole a eu lieu juste à la veille de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle éclate en juillet 1936 et qu'elle ne se terminera que le 31 mars 1939. Elle met aux prises deux camps irréductiblement ennemis, républicains d'un côté, réunissant aussi bien des bourgeois de la gauche républicaine et des syndicalistes que des ouvriers, socialistes et communistes et même des anarchistes, la plupart d'entre eux groupés dans le Frente Popular. Et de l'autre côté, des nationalistes, de simples conservateurs, des catholiques, des monarchistes de diverses obédiences et des fascistes, groupés pour la plupart dans le Frente Nacional et surtout rassemblés autour du général Francisco Franco. En 1931, nous allons y revenir dans un instant, le roi Alphonse XIII a été poussé à l'abdication, vous savez, à la suite d'une grande victoire républicaine aux élections municipales et à la suite de la proclamation de la République. En février 1936, les élections ont porté au pouvoir un Frente Popular qui, si l'on peut dire, montrait la voie au Front populaire français. Toute la droite nationaliste se braque, c'est le début des échauffourées, notamment avec les communistes, et l'irruption de la violence sur la scène politique. Quand je dis l'irruption, le retour, devrais-je dire, de la violence quand on voit ce qui s'était passé en Espagne depuis un bon demi-siècle. Le 16 juin, le leader monarchiste Calvo Sotelo accuse socialistes et communistes à la tribune des Cortes de toutes sortes d'agressions, d'émeutes et de pillages. Or, le 17 juillet, ce Sotelo est assassiné d'une balle dans la nuque. On retrouvera son corps dans un cimetière de Madrid. C'est le prétexte qu'attendaient les nationalistes pour une insurrection qu'ils mûrissaient depuis pas mal de temps. 3 jours après la mort de Sotelo, un de ses amis, le général Franco, rallie le Maroc espagnol où il avait commandé la décennie précédente. Dès le 18 juillet, les troupes d'Afrique débarquent donc au sud de l'Espagne. Elles s'emparent d'Algeciras, elles vont faire mouvement vers Madrid. Alors je vous raconterai tout à l'heure l'histoire du siège de l'Alcazar de Tolède. Pour le moment, en compagnie de mes invités, j'aimerais revenir sur ce qu'il y a peut-être de plus intéressant, de plus instructif pour nous a posteriori, à savoir les prémices de cette guerre civile et les circonstances qui ont fini par la faire éclater. Et j'aimerais achever ce préambule sur la musique d'un film célèbre, évidemment tiré de l'œuvre non moins célèbre d'Ernest Hemingway, Pour qui sonne le glas.
Dans un instant sur Europe 1, au cœur de l'histoire de la guerre d'Espagne, restez à l'écoute de votre radio. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada puede Ae Carmela sur Europe 1, un chant anarchiste de la Révolution espagnole de 1808, réactualisé par les soldats républicains pendant la guerre civile, Franck. Et oui, et je suis très heureux d'accueillir deux spécialistes qui vont essayer de démêler cet écheveau vraiment très complexe de la guerre d'Espagne, quand on le voit en tout cas de cette France du début du XXIe siècle. Bonjour Fabrice d'Almeida. Bonjour Franck Ferrand. Merci de votre fidélité. Bonjour Javier Dominguez Arribas. Bonjour Franck. Donc vous connaissez particulièrement vous toute cette affaire. Ce que j'aimerais peut-être que nous fassions, c'est revenir un tout petit peu en arrière et repartir, disons peut-être du départ du roi Alphonse XIII, on est en 1931. Ce serait très intéressant évidemment de parler de tout ce qui s'est passé depuis la fin du 19e siècle en Espagne, mais là pour le coup il nous faudrait 2 ou 3 heures. Donc repartons au moins de ce début des années 30. C'est la monarchie qui recule devant la République. Ça paraît tout simple dans un premier temps, Fabrice d'Almeida. Oui, c'est une histoire qu'on connaît bien en France. Hein. Quand les rois partent et qu'à la place on met une république, on a connu ça. Là, ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est qu'il y a eu un discrédit progressivement accumulé par la monarchie, et notamment par le fait qu'il y avait eu une dictature. Et donc la fin de la monarchie, c'est en même temps, et c'est ça qui, à mon avis, fait qu'au départ, il y a un côté enthousiaste derrière tout ça, c'est l'établissement d'une république et d'une démocratie. Et ça, c'est peut-être le fait important. Et avec un roi qui sort de là assez déjugé, avec finalement peu de partisans. Je crois qu'on a une vision de tout ça vers le glissement un petit peu, j'allais dire, rétrospectif, c'est-à-dire on sait qu'il va y avoir la guerre, nous. Oui, bien sûr. On se place après tout ça. C'est toute la fameuse téléologie, c'est-à-dire exactement. On connaît la suite, mais eux, à l'époque, ils ne la connaissaient pas. Ils ne la connaissent pas, et il faut, je crois, dire en termes d'émotion, pour le coup, qu'il y avait un enthousiasme pour la République au départ, et que les secteurs monarchistes étaient finalement relativement minoritaires. Donc c'est cette histoire qui paraît une belle histoire qui démarre, avec un mouvement républicain qui remporte les élections, une gauche qui émerge, mais qui n'est pas, je dirais, il n'y a pas encore la cristallisation qui va venir, et je crois que c'est très important d'avoir présent ça à l'esprit, parce que l'Espagne, et c'est peut-être le dernier point que j'aurais précisé sur un tout petit peu l'avant, l'Espagne n'a pas participé à la Grande Guerre. Oui. C'était un pays neutre, donc il n'y a pas la même confrontation qu'il y a eu en France, qu'il y a eu en Italie, qu'il y a eu en Allemagne, ce même rapport d'une certaine manière à une violence qui s'était imposée dans les sociétés par les armes d'une manière vraiment profonde. Voilà. L'Espagne restait en marge de la Première Guerre mondiale, comme elle restera d'ailleurs en partie en marge de la Seconde. Exactement, c'est là où on voit qu'ils sont peut-être plus intelligents que d'autres pays du continent. Exactement. Alors, l'adhésion du peuple à cette nouvelle République est tout à fait large. Elle est très majoritaire, en fait, Javier Dominguez. Surtout, on pourrait dire plutôt que les soutiens de la monarchie est vraiment très très faible en 1931. C'est ça. Il y a quand la République est proclamée, elle a beaucoup de soutiens populaires et surtout pas beaucoup d'opposants. Même chez les secteurs les plus conservateurs, on attend pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et par contre, très tôt, certaines mesures du premier gouvernement de la Seconde République vont commencer à faire peur, à irriter les secteurs les plus conservateurs, notamment des mesures dans les domaines religieux et qui ont entraîné des tensions très fortes. Ce qui n'est pas sans avoir des échos non plus dans notre actualité. Alors, ce qui est peut-être très important, c'est le morcellement des deux camps. Parce que bien sûr, là encore, a posteriori, on a tendance à voir républicains contre nationalistes. Mais en vérité, il y a de nombreuses droites contre de nombreuses gauches, hein, il faut peut-être le dire. C'est peut-être la clé de la Seconde République, de la guerre civile et du franquisme aussi. Comment chaque camp, c'est un vrai conglomérat des forces très disparates. On trouve chez ce qu'on appelle d'une façon un peu réductrice les républicains. Et les républicains étaient une minorité. Il y avait des républicains, mais il y avait des socialistes très différents entre eux, des communistes, des anarchistes, des nationalistes catalans et basques. Et tandis que du côté des ennemis de la République ou de secteurs qui ont parfois essayé de collaborer avec la République, il y avait
une partie, il y avait les catholiques des droites qui ont eu une position un peu ambivalente, et ensuite les ennemis de la République qui étaient des monarchistes, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, des monarchistes et les phalangistes. Qui eux-mêmes ne sont pas tous d'accord entre eux, on ne va pas entrer dans toutes ces complexités. Qui pendant la guerre civile vont s'unir grâce à leur antilibéralisme partagé. Et puis aussi grâce, et c'est peut-être aussi une des clés, grâce à la présence de ce chef, de Franco, qui réunit tout le monde, ce qu'on n'a pas de l'autre côté, du côté républicain. C'est une grande différence entre les deux camps. La désunion qui régnait, surtout au début dans les camps républicains, c'est qu'il y a eu des conséquences désastreuses d'un point de vue de l'efficacité militaire, et l'union qu'on a tout de suite su faire du côté nationaliste. Alors évidemment, tout ça dans un contexte, ce qu'on appelle la fameuse montée des périls, le contexte international est extrêmement tendu, Fabrice. Oui, il est très important, et ce qu'on vient de dire là, le morcellement, il montre aussi, il faut le voir aussi comme une effervescence, voilà. Comme une espèce de bouillonnement. C'est vrai que moi j'insiste beaucoup sur cette remise en contexte. On a tendance, nous, à un peu écraser les choses avec la distance de l'histoire. Mais il faut penser une époque où on a l'impression que tout est possible. Vous savez, c'était la fameuse idée de François Furet dans Le passé d'une illusion, c'est qu'avec 1917, tout d'un coup, un parti idéologique remporte une révolution, donc tout d'un coup, tous les politiques du monde entier se disent pourquoi pas moi, pourquoi pas nous? Et donc, en Espagne, il y a la même logique qui s'impose avec des droites neuves. Esthétiquement, on a dit la phalange, mais la phalange n'est pas encore constituée. C'est une effervescence de groupuscules fascistes. C'est tout petit, mais en même temps, c'est riche d'idées. J'ai tendance à vouloir comparer ça, vous savez, au surréalisme. D'un côté, il y a Buñuel en Espagne qui est en train de monter, comme ça, il y a une effervescence culturelle, intellectuelle. Et puis en politique, il y a un type, José Antonio Primo de Rivera, il veut tester du fascisme. Mais comment le faire? Est-ce qu'il faut imiter Hitler? Est-ce qu'il faut imiter Mussolini? Donc voilà, ils ont tous le sentiment, et dans la droite, c'est particulièrement vivant cette effervescence, ils ont tous le sentiment qu'ils vont pouvoir imposer leur marche idéologique. En 1936, la gauche arrive au pouvoir. Évidemment, ça va précipiter les événements. Franck Ferrand sur Europe 1. Et nous parlons cet après-midi sur Europe 1 d'un épisode très douloureux de l'histoire espagnole, puisqu'il s'agit de la guerre civile de 36 à 39 francs. Alors on en était justement à l'arrivée au pouvoir de ce Frente Popular. J'ai fait évidemment, on ne pouvait pas s'empêcher de faire un lien quasiment à la même époque avec le Front populaire français, mais en fait c'est très différent pour deux raisons. Enfin, oui et non, parce qu'on évoquait le contexte international, et c'est ce qui fait justement, je pense, la manière dont nous investissons, nous Français, dans la mémoire de cette guerre d'Espagne et de ce Front populaire-là. Et puis, pardon, mais nous y investissons du fait aussi de l'afflux de réfugiés qui a été culturellement très important. Mais je ferme la parenthèse. Non, mais j'allais dire d'une certaine manière, tout ça est lié, puisque tout ça part en fait d'un changement de stratégie du Parti communiste au début des années 30, en 34, qui décide de passer de la fameuse stratégie dite de classe contre classe, c'est-à-dire pas d'alliance avec les partis sociodémocrates, qui sont considérés comme des traîtres, des sociofascistes. Voilà. Et là, en 34, Staline se dit, on va vers un affrontement, il faut trouver des alliés, donc on va faire une stratégie de front. Et c'est ce qui se passe en Espagne, dans la coalition du Front populaire, c'est ce qui se passe en France, dans la coalition du Front populaire, où on trouve des communistes, des sociodémocrates. Alors en Espagne, c'est beaucoup plus large. La Javier va peut-être compléter ça, mais en Espagne c'est beaucoup plus large, parce que la façon dont s'est constitué le paysage politique au début de la Seconde République, et qu'il a décrit tout à l'heure, de cette gauche, a fait une place très importante à des groupes qui en France n'existent pas. Je pense par exemple aux anarcho-syndicalistes. En France, ils existent, mais ils existent dans le monde syndical, ils n'existent pas en parti politique. Alors que là, ils existent. Et puis il y a aussi les trotskistes, qui en France sont un tout petit groupe, enfin, mais qui sont presque rien. C'est Marceau Pivert, ils sont pas grand-chose. Alors qu'en Espagne, ils existent, ils représentent une force politique, et donc il y a un paysage beaucoup plus large à gauche. Nous avons en ligne l'auteur de La guerre d'Espagne et ses lendemains, le célèbre auteur de l'histoire des Espagnols, Bartolomé Benassar. Bonjour Bartolomé Benassar. Bonjour messieurs. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, ce que vous dites, qui est fondamental, c'est que cette guerre d'Espagne, en quelque sorte, tout y conduisait, et en gros tout le monde l'attendait, dans les deux camps. On pourrait presque le dire, oui, je dis. Peut-être tout le monde, c'est peut-être excessif. Oui, enfin beaucoup, mais beaucoup de monde. Tout le monde l'attendait. Et alors, chose étonnante, d'autre part, je n'irai pas que tous la souhaitaient, bien sûr que non, mais tout de même, un nombre important de gens, dans les deux camps, souhaitaient cette guerre. Par exemple, je me rappelle que
des anarchistes que j'ai eu l'occasion de fréquenter, disaient, bon, il faut bien avouer que d'une certaine manière, on n'était pourtant pas favorable à la guerre, mais on espérait presque un coup d'État militaire, parce que pour nous, ce serait l'occasion de crever l'abcès. Et voilà. Voilà. Étant donné qu'effectivement, la croyance s'était répandue que maintenant, les coups d'État militaires ne réussissaient plus. Oui. Il y avait eu la tentative en 1932, c'était récent, du général Sanjurjo qui avait piteusement échoué. Il faut dire qu'on est dans un pays où, contrairement à ce qui pourrait se passer dans le monde anglo-saxon ou dans l'Europe du Nord, il n'y a aucune, il n'y a pas de culture du compromis. Oui, il n'y a absolument aucune culture du compromis. Un jeune historien français, François Gaudichaud, l'a bien développé dans l'étude qu'il a faite de la guerre en Catalogne, et il a raison, on peut étendre cette idée à l'ensemble de l'Espagne. Il n'y avait pas de culture du compromis. Et je crois que c'est quelque chose de fondamental. Alors, dans la préparation de cette émission, vous nous avez dit qu'en fait, ce terme de guerre civile n'est peut-être pas le plus approprié, finalement, car ce n'est pas à proprement parler, selon vous, une guerre civile. Moi, je dirais que si, mais c'est discuté par un certain nombre de gens qui disent non, c'est pas une guerre civile, à cause des interventions étrangères. Mais ces interventions étrangères ne se sont pas produites au départ. Elles se sont pas produites dans la genèse, si on peut dire, de la guerre. Et d'autre part, le fait qu'il s'agisse bien d'une guerre civile nous est démontré par un épisode concernant. C'est ce qu'on a d'ailleurs appelé la guerre civile dans la guerre civile, qui en mai 1937 a opposé à Barcelone et en Catalogne les communistes aux anarchistes. Oui, c'est-à-dire que là, c'est une autre, c'est une sous-partie du sujet, mais qui est particulièrement éclairant sur les dissensions au sein même du camp républicain. Alors, on va revenir tout à l'heure, évidemment, sur les interventions étrangères, qui sont une part essentielle de ce conflit. Ce que vous vouliez souligner également, c'est le rôle de l'argent, si je puis dire, ou plus exactement, des réserves d'or du pays, qui sont aux mains du gouvernement, bien entendu. Oui, c'est ce qui d'ailleurs explique que Indalecio Prieto était au départ de la guerre civile d'un grand optimisme, parce qu'il disait nous avons l'argent. En effet, vous le savez, la tentative de coup d'État a échoué complètement à Madrid. Or, c'est à Madrid que se trouvaient les réserves d'or de la Banque d'Espagne, et il faut savoir, beaucoup de gens ne le savent pas, il faut savoir qu'à cette époque, les réserves d'or espagnoles étaient les troisièmes du monde. Elles n'étaient dépassées que par celles de l'Angleterre et de la France. On a envie de dire et pour cause, mais ça nous entraînerait un peu loin. D'accord, vous avez raison. Merci beaucoup Bartolomé Benassar. Je rappelle que votre Guerre d'Espagne avec ses lendemains est rééditée chez Tempus, la collection de livres de poche des éditions Perrin. Merci. Le récit de Franck Ferrand. Un récit de Franck qui nous relate aujourd'hui sur Europe 1 l'histoire du siège de l'Alcazar de Tolède. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que dès le 18 juillet, ces troupes qui remontent d'Afrique vont débarquer donc dans le sud de l'Espagne et vont progressivement gagner du terrain, bien entendu. Toute l'histoire de ce conflit, c'est l'histoire d'une conquête territoriale par des nationalistes. Et puis en face, vous avez les forces légales du gouvernement, les forces républicaines qui, avec l'appui de forces étrangères, on va venir sur tout ça tout à l'heure, avec également cette milice qui joue un rôle absolument essentiel, vont essayer de limiter la progression, bien entendu. Alors, j'avais vu, quand j'étais adolescent, un très beau film de Frédéric Rossif à partir d'images d'époque sur la prise, enfin pas la prise d'ailleurs, sur le siège de l'Alcazar de Tolède. Ça m'avait marqué. Quand je suis allé à Tolède, j'ai voulu aller à l'Alcazar parce que la tradition voulait que cet Alcazar n'ait pas été restauré, qu'il soit resté exactement tel qu'il était dans l'état de ruine qu'il avait pu être en 1937. Et puis, je découvre, moi, un Alcazar parfaitement neuf, parfaitement restauré. Et j'ai découvert qu'en fait, depuis que l'Espagne est redevenue une démocratie, évidemment, on a remis cet Alcazar dans son état historique. Le souvenir, en quelque sorte, l'aspect mémorial franquiste a disparu, fort heureusement. Cette histoire est passionnante parce que c'est l'histoire d'une résistance de très peu de personnes, c'est 600 personnes, face à des troupes qui arrivent de plus en plus. Et
si vous connaissez un peu l'Espagne, vous savez que ces alcazars, ce sont ces espèces de forteresses imprenables. Enfin, ce ne sont pas des forteresses d'ailleurs, ce sont des places fortes militarisées, imprenables, extrêmement bien situées, bien entendu. Et l'alcazar de Tolède est particulièrement spectaculaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est, à l'époque, sous le commandement du colonel Moscardo. Alors, ce colonel Moscardo, il est devenu un héros du franquisme, évidemment. Il fait partie de tous ces officiers espagnols qui ont suivi, quand je dis tous ces officiers, on estime que c'est plus de 90% des cadres de l'armée espagnole, donc c'est colossal, qui ont suivi Franco dans son aventure, si je puis dire. Il revient de Madrid dès le début de l'invasion et il regagne donc Tolède où vivent sa femme et 2 de ses enfants, Luis qui a 17 ans et Carmelo qui a 14 ans. Vous allez voir pourquoi je précise cela. La garnison de Tolède passe donc à la rébellion, 600 gardes civils qui refusent d'obéir au gouvernement, et puis également un certain nombre d'officiers de l'usine d'armement toute proche qui se mettent sous les ordres de Moscardo, ce qu'on voit très bien dans le film de Rossif. Dans un premier temps, Moscardo est toujours en contact avec Madrid et il reçoit des ordres qui sont parfaitement confus et contradictoires. Ça, c'est un aspect intéressant sur lequel j'aimerais qu'on revienne tout à l'heure. En vérité, les insurgés, alors qui dans un premier temps, je dis les insurgés, ce sont donc ceux qui se sont coupés du gouvernement, donc ceux qui sont dans l'Alcazar. Dans un premier temps, ils vont se battre dans les rues de Tolède, face évidemment aux républicains, et puis très vite, ils se rendent compte que leur meilleure chance, c'est de se retrancher dans la forteresse, dans l'Alcazar lui-même. À partir du 22 juillet, les portes de la forteresse se referment sur les troupes qui ont rallié Moscardo. Il y a là donc les troupes elles-mêmes et puis des femmes, des enfants, des vieillards. En tout, 1500 personnes, parmi lesquelles ne se trouvent que 7 ou 8 élèves de l'école d'officiers. Je précise ça parce que pendant très longtemps, là encore, la propagande franquiste voulait qu'il y ait une quantité beaucoup plus importante de ces élèves. En fait, ils étaient beaucoup moins nombreux qu'on ne l'a dit. Alors, au second jour du siège, le 23 juillet, a lieu cet épisode extrêmement célèbre qu'on a vu, dit, raconté, mais qui est très fort évidemment et qui a été emblématique en quelque sorte. Coup de téléphone du chef de la milice de Tolède, donc le républicain Candido Cabella, à Moscardo et lui dit que Luis, donc son fils qui a 17 ans, a été capturé par les républicains. Vous avez 6 minutes pour capituler, lui dit-il. Si vous continuez à résister, il sera fusillé. Le républicain, Cabella, va passer au nationaliste Moscardo, son fils, à l'appareil. Allô papa, ils disent que si l'Alcazar ne se rend pas, ils me fusilleront. Après une légère hésitation, le jeune homme essaie de rassurer son père. Ils ne feront rien, tu le sais. Et là, la réponse du père, alors je ne sais pas si vous êtes très cornélien, vous allez trouver ça sublime, c'est quand même un peu fort néanmoins. Voilà ce que répond Moscardo. S'ils le font, recommande ton âme à Dieu, écris Viva España, tu mourras comme un héros. Et voilà, et il ajoute simplement un dernier baiser mon fils, et le fils dit je t'embrasse très fort. Et au chef de la milice qui a repris l'écouteur, le colonel Moscardo précise que le chantage ne le fera pas dévier. Et il a cette phrase très célèbre, l'Alcazar ne se rendra jamais. En vérité, et alors au lieu de raccrocher le téléphone, ça fait partie aussi de toute cette mythologie, en quelque sorte, au lieu de raccrocher le téléphone, il le laisse décrocher. C'est le symbole de la coupure définitive de l'Alcazar avec l'extérieur. La femme et le plus jeune fils de Moscardo seront arrêtés dans le courant du mois d'août. Ils rejoindront Luis en prison, mais Luis sera bien fusillé le 14 août. Quant à la femme et l'autre fils, ils réussiront à s'évader. Alors là, c'est toute une histoire assez étonnante aussi, avec la complicité d'un infirmier. Mais enfin, ça nous entraînerait un peu en dehors de nos affaires. Jusqu'à la fin de juillet, les attaques des troupes du gouvernement contre l'Alcazar sont relativement dispersées et irrégulières. Mais cet Alcazar devient peu à peu une telle obsession à Madrid qu'on va organiser bien entendu le siège et que peu à peu on va se lancer dans les bombardements, bien entendu, bombardements quotidiens par des avions et par des batteries de 155 qui sont placées sur les hauteurs des Cigarres.
Alors, le colonel Moscardo organise bien entendu la défense comme il peut. Il faut bien être conscient de la très grande inégalité des armements. Là, évidemment, lui, il fait avec l'armement dont il disposait dans l'Alcazar, alors qu'évidemment, les troupes républicaines à l'extérieur reçoivent constamment du renfort et de l'équipement. Il faut imaginer ces canonnades. D'ailleurs, des canonnades qui sont interrompues chaque jour à l'heure de la sieste. On voit ça dans le film de Rossif, c'est assez étonnant, comme si la sieste était une chose tout à fait sacro-sainte en Espagne. Mais alors, à longueur de temps, ces canonnades et puis ces bombardements de plus en plus importants, avec cette coupure du monde. Il faut bien imaginer cet Alcazar qui est coupé, qui n'a pas de nouvelles. Et évidemment, pour tous ces nationalistes, la grande question, c'est de savoir où en est Franco et où en est la reconquête nationaliste. Ils ne le savent pas. Tout ce qu'ils entendent, ce sont les haut-parleurs qui remontent de la ville, bien entendu, avec les informations officielles que délivre le gouvernement de Madrid. On est bien sûr dans la propagande, mais dans une propagande où pointe une telle nervosité qu'évidemment Moscardo et ses hommes comprennent bien que le gouvernement est en difficulté et que les troupes nationalistes sont en train de gagner du terrain. Néanmoins, ils peuvent le deviner, ils n'en savent rien. La forteresse est coupée du monde, il n'y a pas d'électricité et peu à peu, étant donné les bombardements, on va être obligé de descendre dans les sous-sols, c'est-à-dire qu'il faut vivre là cette fois carrément dans le noir, dans des conditions assez extraordinaires, avec un rationnement. Certes, il y a plus de 100 000 litres de réserve d'eau dans les citernes de l'Alcazar, et certes, les nationalistes avaient réussi à mettre la main sur des greniers à blé tout proches, ce qui a permis leur résistance. Enfin, néanmoins, les conditions du siège sont de plus en plus draconiennes. Évidemment, on est en face d'un siège comme on en a connu tellement dans l'histoire, et le grand ennemi des assiégés, c'est le temps qui les affame, le temps qui les angoisse et qui, évidemment, ne fait que servir de plus en plus les assiégeants. Cara al Sol, l'hymne des nationalistes, Franck, sur Europe 1. Alors ces nationalistes évidemment se rapprochent de l'Alcazar de Tolède et toute la fin de cette histoire, ce sera l'histoire d'un double siège encore une fois, c'est-à-dire des troupes franquistes qui se rapprochent de plus en plus et qui étranglent elles-mêmes les assiégeants autour de l'Alcazar avec énormément de morts. Alors je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais il faudrait vous dire que fait-on des morts à l'intérieur de cet Alcazar ? Pour des raisons religieuses, il n'est pas question de les brûler, donc on va les installer debout pour qu'ils prennent le moins de place possible dans des cercueils qu'on installe debout en quelque sorte. Tout ça est assez terrible bien entendu, et peu à peu on voit se rapprocher les troupes officielles. Le 18 septembre à 7h du matin, on enflamme toutes les mèches qui avaient été, parce qu'on avait installé des explosifs depuis plusieurs jours. Des mineurs des Asturies avaient creusé des galeries dans les remparts et les bâtiments principaux de l'Alcazar, et tout ça va sauter. Et cette forteresse a priori imprenable se révèle de plus en plus vulnérable, bien entendu. Ce n'est néanmoins pas suffisant. Le 19 septembre, dans la matinée, des camions-citernes se massent sur une des places et des miliciens vont dérouler des tuyaux, des gros tuyaux de toile, vous savez, des tuyaux d'incendie qu'ils dirigent vers les bâtiments de la forteresse. Ils se préparent à arroser d'essence les restes de la façade qui surplombe la place. Donc on est en train non seulement d'étrangler la forteresse, mais on voudrait tout simplement la détruire. À l'intérieur de l'Alcazar, la situation devient vraiment très, très dramatique à ce moment-là. Mais l'écho de la canonnade au loin donne du courage à ceux qui sont à l'intérieur, puisqu'on se dit que ce sont les secours, que ce sont les troupes de Franco qui se rapprochent. Elles ne sont plus à ce moment-là qu'à le 24 septembre à 16 km seulement de Tolède. Le 25, les assaillants tentent une dernière attaque après avoir posé une dernière mine, et après l'explosion qui fait voler en éclats des pans de murs entiers qui creusent un entonnoir
entonnoir de 100 mètres de diamètre et de 70 de profondeur. Les tanks se mettent en marche et ils essaient de pénétrer par les brèches qui ont été faites depuis tout ce temps. Et puis d'un seul coup, calme, impressionnant. Il faut imaginer ces décombres, il faut imaginer tous ces murs noircis, on voit tout ça très bien dans le film. Ce sont des ruines fumantes, les armes se sont tues autour de l'Alcazar et la canonnade se rapproche de Tolède. Les forces gouvernementales, qui étaient là quand même depuis 67 jours, viennent d'être envoyées à la rencontre des nationalistes qui commencent à cerner la ville de trop près. Donc on dessert l'étau en quelque sorte. Et le 26 septembre à 18h, les avant-gardes de Franco atteignent les portes de Tolède. Pendant toute la journée du 27, les républicains et les nationalistes continuent de se battre partout dans les rues de Tolède avec un acharnement tout à fait incroyable, des actes d'héroïsme incroyables dans les deux camps. Et à 21h15, donc ce 27 septembre, les regulares marocains dégagent l'Alcazar après 70 jours de siège. Vous imaginez évidemment les survivants à l'intérieur de cet Alcazar complètement, il faut les imaginer hirsutes, amaigris, mais qui n'en croient pas leurs yeux. Ils ont réussi, ils ont survécu et ils vont être libérés par leurs compagnons d'armes, par les nationalistes. Vous imaginez la place que cette libération de l'Alcazar de Tolède va prendre dans la mythologie franquiste désormais pour des années. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous sommes toujours en compagnie sur Europe 1 de l'historien Fabrice d'Almeida. Son dernier livre, Quand l'histoire nous prend par les sentiments, écrit avec Anthony Rollet, est disponible chez Odile Jacob. Avec nous également Javier Dominguez Arribas, qui est maître de conférences en civilisation espagnole et latino-américaine à l'université Paris 13. Teresa nous dit sur Twitter que son père a fait la guerre d'Espagne, qu'elle a visité ce fameux Alcazar et qu'elle a vu le bureau de Moscardo avec le fameux téléphone décroché glaçant, nous dit-elle. Cette affaire du siège de l'Alcazar fait référence à un épisode beaucoup plus ancien de l'histoire espagnole, nous disiez-vous, Javier Dominguez. Il y a eu d'autres endroits assiégés pendant la guerre civile, notamment je pense à Oviedo ou à Santa Maria de la Cabeza, mais l'Alcazar a eu c'est celui qui a la force symbolique la plus notable, parce que l'épisode avec les fils, on sait, l'historien Southworth a montré qu'on ne peut pas trop savoir ce qui s'est passé, que la propagande franquiste a utilisé cet épisode, faisait écho à quelque chose de semblable qui était arrivé au XIIIe siècle dans la lutte contre les musulmans. Donc c'est des éléments très forts dans l'imaginaire nationaliste espagnol. Alors justement, on va venir évidemment vers la fin de l'émission au franquisme et à toutes ces mythologies qui ont été créées. Mais avant ça, il faut quand même qu'on raconte la guerre, si je puis dire, Fabrice. Donc une guerre qui est une sorte de reconquista, si je puis dire, sans faire de mauvais jeu de mots historiques. En partant du débarquement de Franco, on libère d'abord la partie ouest du pays, puis on va avancer vers le sud, puis on va repartir au nord à partir de 1937. Vont bondir. Vous dites on libère, les nationalistes en tout cas reprennent du terrain. Oui, voilà, ils prennent du terrain. C'est vrai que le terme de libération est très mal venu, puisque au fond c'est une conquête. On pourrait le voir comme ça quand on parlait de guerre civile, mais on pourrait dire aussi que c'est la conquête par une armée d'un pays et par une armée qui vient d'où ? Qui vient d'Afrique, donc qui est coloniale. Quand même, voilà, une armée coloniale et qui va utiliser les mêmes techniques militaires que celles qu'elle a utilisées dans la guerre du Rif contre Abdelkrim. Donc une armée très dure, très aguerrie. Et d'ailleurs, enfin, si je peux juste dire un petit élément pour qu'on comprenne, parce qu'il y a deux éléments dans ce que vous avez dit à propos de l'Alcazar de Tolède, je crois qu'il faut qu'on ait présent à l'esprit, c'est qu'il y avait les gens enfermés, il y avait les familles, vous avez dit. Et ça, c'est un point clé pour moi, c'est que c'est pas deux camps politiques au sens où c'est des citoyens qui votent, c'est vraiment, il y a une dimension clanique là-dedans. Oui, c'est-à-dire qu'on suppose que les femmes font comme les maris, on va pas voter différemment de sa femme. Et du côté franquiste et républicain,
les femmes du côté franquiste et nationaliste, les femmes républicaines sont considérées comme a priori des prostituées, des salopes, et donc il y a un des responsables, Caipolano, Gonzalo, qui va dire quoi? Qui va dire simplement, écoutez, c'est normal que mes Marocains ils violent les femmes républicaines, puisque de toute façon elles sont partisanes de l'amour libre. Donc on en fait vraiment, j'allais dire, nous on parle souvent quand on parle des communistes des hommes au couteau entre les dents. Là on en fait vraiment des femmes des espèces de monstres asociales, pas civilisés. Et je crois que c'est très important d'avoir présent cette déshumanisation à l'esprit. Donc une conquête en plusieurs étapes, juste pour préciser. Une première étape où on veut avancer vers Madrid, mais on va se détourner vers Tolède. Donc ensuite, ils décident, les nationalistes, de prendre le sud. Ils voient que ça coince, ils se heurtent à une opposition, donc ils décident de repartir par le nord. Et c'est en repartant par le nord, à partir de 1937, qu'on va avoir cet incident dont vous avez parlé tout à l'heure, qui pour moi est le pendant de l'Alcazar de Tolède, qui est Guernica, le 26 avril. Oui. Là où l'Alcazar de Tolède, on peut le bombarder pendant des mois, et il y a essentiellement des militaires, et on n'arrive pas à rentrer dedans, et ils vont s'en sortir d'une certaine manière, eh bien à Guernica, 3 heures de bombardement par les bombardiers allemands, et à l'arrivée, on a un village rasé et que des civils. Et c'est ça qu'il faut avoir présent à l'esprit. C'est-à-dire que d'un côté quand même, il y a l'idée que massacrer des populations civiles fait partie de la norme. Pourquoi? Parce qu'on a l'expérience coloniale et parce que c'est comme ça qu'on écrase une guérilla. Oui. Et de l'autre côté, on est plus dans l'improvisation. Alors de l'autre côté, il y a les liquidations politiques, il ne faut pas les cacher non plus. Le pourcentage n'est pas le même, il y a plus de massacres effectués par les nationalistes que par les républicains. Mais il y a eu une volonté d'épuration aussi du côté des républicains, et notamment, c'est un des arguments très forts pour la propagande franquiste, notamment des éliminations de prêtres. Avec des passions, vous parliez des femmes, alors on a tout de suite la passionnariat comme à l'esprit, mais avec des passions très fortes dans cette guerre qui évidemment a séduit les romanciers, les cinéastes et maintenant les auteurs de bandes dessinées, bien entendu, qui vont faire de cette guerre d'Espagne une toile de fond et toujours un lieu de très mémoire forte. pour l'Europe. Bien sûr, évidemment. C'est un de nos auditeurs qui nous dit n'oubliez pas l'espoir de Malraux, superbe récit de la guerre d'Espagne. Alors ça, Malraux, ça nous amène aux brigades internationales, aux interventions étrangères. Nous y venons dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui sur Europe 1, nous parlons de la guerre d'Espagne, Franck. Et oui, nous en parlons donc avec nos invités, dont Fabrice d'Almeida, qui est l'auteur avec Anthony Rollet, que évidemment nous saluons la mémoire d'Anthony Rollet, d'un ouvrage qui paraît chez Odile Jacob, Quand l'histoire nous prend par les sentiments. Ce sont des épisodes de l'histoire vus à travers les émotions collectives. C'est très passionnant ça, Fabrice. Ben oui, parce que en fait, il y a cette idée qu'on retrouve d'ailleurs dans la discussion qu'on a aujourd'hui sur la guerre d'Espagne, que à travers l'histoire, on peut faire revivre les sentiments. C'est-à-dire, comme lecteur, on peut retrouver ces sentiments et on peut voir comment ils ont façonné notre imaginaire, nos souvenirs. Et je crois que c'est extrêmement important à un moment où on traverse une crise, c'est une situation difficile pour le pays. C'est extrêmement important de voir comment nous sommes travaillés par ces émotions. Et donc, ça permet non pas de les tenir, mais de s'en servir comme une espèce d'élément de vigilance. Et alors, ce que vous montrez, c'est que ces émotions, il y a l'émotion suscitée, il y a l'émotion détournée, utilisée, et puis il y a aussi l'émotion rétrospective qu'on peut avoir et qui est parfois différente de celle conçue sur le moment même. Oui. Alors, vous n'avez pas de chapitre sur la guerre d'Espagne, certes, mais on peut dire que les sentiments, les émotions sont extrêmement présents dans ce conflit. C'est ce que je disais, il y a une passion incroyable. Il y a une passion et c'est fondamental. Et je dirais même, il y a une conscience dans l'époque, parce que faut pas penser que c'est l'historien qui reconstitue les sentiments de l'époque de manière artificielle. Il y a juste une citation là que j'ai de Franco au moment où il charge un de ses officiers de réduire une opposition. Il dit: il faut réduire à l'obéissance et conduire aux tribunaux de justice ces hordes de bandits et de sauvages qui ont abaissé à un si triste niveau les sentiments les plus purs de charité, et le sentiment le plus pur de charité qui ennoblit et caractérise tant le peuple espagnol. Donc il y a bien une conscience dans l'époque qu'il y a des sentiments qui sont en train de changer, et le sentiment de charité, eh bien, il va se traduire à l'époque par des liquidations. Alors, liquidation, répression, en fait, ce qui va marquer toute la fin du conflit, à mesure que la reconquête du point de vue des nationalistes et de Franco s'étend, c'est le remplacement de la conquête par la répression, en quelque sorte. On punit et on liquide partout dans tous les coins de l'Espagne. Tout à fait. Javier Dominguez. Dans les deux camps,
Mais il y a des différences importantes dans la répression, car dans les camps républicains, la répression était particulièrement forte au début de la guerre. Et les gouvernements ont essayé par la suite de maîtriser, de contrôler et à condamner les excès, si on peut dire, de cette répression, tandis que dans les camps nationalistes, dans les camps rebelles, on a encouragé la répression pour faire un nettoyage des forces de gauche qui pouvaient poser des problèmes par la suite. Dans l'avenir, oui, voilà. Alors là, on pourrait presque parler d'épuration. Enfin, il faut faire attention aux termes qu'on emploie, mais enfin, on prépare le terrain, en tout cas, pour un long régime. Car ce qui est incroyable, c'est que Franco est donc installé au pouvoir avant la Seconde Guerre mondiale, en 1939. Il y restera jusqu'à sa mort en 1975. C'est-à-dire, c'est un très long règne. Il va falloir qu'il s'adapte, évidemment, à tous les changements politiques successifs. C'est la caractéristique principale du franquisme. Et Franco a une énorme habilité pour s'adapter aux nouvelles circonstances. Pour s'adapter, d'abord, il joue la carte des Lax pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ensuite, il va s'adapter. C'est-à-dire des Allemands. Des Allemands. Les nazis et les fascistes. Mais à l'arrivée de la guerre froide, il va faire sortir son anticommunisme de la première ère, à raison. Et ensuite, son régime, il évolue pour pouvoir survivre jusqu'en 1975. Donc une très grande ductilité politique et un très gros charisme personnel aussi. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut pas éviter. C'est vrai que vu par nous, il a pas l'air d'être le personnage charismatique. Mais n'empêche que quand on réfléchit à l'époque qu'il traverse, le charisme, c'est quand même celui des victoires. Et ça, c'est une question qui est essentielle. Si on n'a pas présent ça à l'esprit, c'est-à-dire qu'un chef qui gagne des batailles et qui gagne des guerres va être adoré, adulé par son peuple. Je vais faire une comparaison. Hitler, il gagne en 1938 en Autriche, il gagne en Tchécoslovaquie, il gagne en Pologne, il écrase la France. Vu d'Allemagne, il est un dieu vivant. Et après, évidemment, les choses se corsent. Ben oui, mais c'est toute la difficulté de notre jugement rétrospectif. Évidemment. Mais il ne faut pas oublier ces adhésions. Non, mais c'est fondamental. Quand l'histoire nous prend par les sentiments de Fabrice d'Almeida et Anthony Rollet, aux éditions Odile Jacob, dans leur collection Histoire. Je rappelle également La guerre d'Espagne et ses lendemains, un véritable classique de Bartholomé Benassar, réédité chez Tempus. Merci beaucoup à vous deux. Je crois que grâce à vous, le défi que j'avais lancé au début de l'émission est à peu près rempli. Je pense que les gens y voient un peu plus clair sur ce terrible épisode.